Bonjour, bonjour, c'est Aurélie. Je devais faire un direct sur YouTube. Et en fait, naïve que je suis, je vais sur ma chaîne YouTube, je mets passer en direct et là je vois que il faut faire des manips et je n'avais pas pris connaissance de ces manips. En fait, il fallait installer un logiciel. Bref, donc du coup, je ne l'ai pas fait et je me suis retrouvée bloquée et je peux pas faire de direct sur YouTube du coup. Du coup, je vais me renseigner évidemment pour pouvoir le faire parce que je trouve que c'est important aussi du coup de faire des lives sur YouTube parce que j'ai eu déjà beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'en faire sur YouTube. Donc voilà, j'étais un peu bloquée là ce matin, je suis désolée, ça fait depuis au moins 20 minutes que je bataille pour essayer de faire ce direct live sur YouTube et bah c'est pas grave, je vais me dépatouiller aujourd'hui pour voir comment il faut faire et je vais rapidement vous donner une autre date pour ce direct sur YouTube. Quelle histoire! Je pensais que j'étais à peu près ok pour au niveau technologie. Et je me rends compte qu'en fait pas trop. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne matinée. Et puis voilà, hein, va falloir que je fasse... Ouf, je vous ai retrouvé, me dit Marie-Jeanne. Ben oui, je suis pas perdue, mais c'est vrai que là sur YouTube, en fait, voilà, j'ai un peu bugué. J'étais persuadée qu'on pouvait faire le live comme ça, sans rien. Coucou, hi, pas grave, ça arrive, comment vas-tu? Je pensais que c'était moi qui étais perdue. Oh, je suis désolée. Ça fait 20 minutes aussi que vous devez me chercher. Bah ouais. Bah, en fait, je suis un peu frustrée parce que je voulais vraiment faire ce direct live parce que je sais que sur YouTube, il y a des mamans notamment qui m'attendent et même un papa qui s'est inscrit. Chose quand même un peu rare sur les directs, il y a souvent que des mamans. Et là, ils m'attendent sur YouTube et j'ai pas moyen de communiquer avec eux puisque la plupart d'entre eux n'ont pas Facebook. Étonnamment, j'étais persuadée que tout le monde avait Facebook. Et donc du coup, je ne sais même pas comment leur dire je suis désolée, je programme une autre date, etc. Je ne sais même pas comment il faut faire. Voilà, hein, du coup, bah, je suis un peu bloquée. Bon, bah, c'est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais rester un petit peu avec vous là sur Facebook si vous avez quelques questions. Euh, puis pour voir si je peux répondre à quelques questions. Et sinon, je regarde mon ordinateur là. Parce que je me dis, mon Dieu, il faut que je regarde. Blair qui me dit, ouf, je suis rassurée. Ah là là, je suis désolée. D'habitude, je suis bien ponctuelle et tout, pas de soucis. Mais là, c'était une première, hein, direct sur YouTube et vraiment un peu ratée du coup cette première. Mais vous inquiétez pas, je vais y arriver. Donc voilà, si vous avez des petites questions, il n'y a pas de souci, je vais rester un petit peu avec vous, peut-être pas une heure du coup, parce que j'aimerais vraiment trouver une solution pour ce direct live sur YouTube et programmer rapidement une autre date. Du coup, pour les mamans qui m'attendent là-bas, je suis trop désolée. Bah, du coup, ce direct-là, je pense que je vais le publier sur YouTube là aujourd'hui pour expliquer un petit peu pourquoi j'étais pas là. Donc, je suis désolée pour ceux et celles qui m'attendaient sur YouTube. Je vais remédier à tout ça. Gros bisous à tout le monde, hein. Faites-moi un petit coucou, dites-moi qui est là, posez-moi des questions si vous en avez. Vraiment, je suis contente de vous retrouver à chaque fois et voilà, c'est vraiment des petits moments privilégiés. J'essaie de le faire tous les 15 jours. Enfin, je le fais tous les 15 jours, ça fait depuis un moment que je le fais tous les 15 jours en plus, c'est cool. Je tiens bien, je suis bien régulière là-dedans et je suis contente. Du coup, on est en général de plus en plus nombreux. Là, c'était pas du tout prévu sur Facebook, donc ça m'étonne pas trop non plus qu'on soit un peu moins nombreux là aujourd'hui. Aïe aïe aïe, je m'en veux. Je m'en veux. Mais bon, voilà. J'espère que vous allez bien. Dites-moi, faites-moi un petit coucou. J'ai vu là déjà des petits mots. Hop, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et j'ai plein d'idées en tête pour vous, mais plein. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai des idées en tête. Je vais vous en parler après. Alors Blair qui me dit ah mince, toutes les questions arrivent en même temps. J'aimerais savoir si c'est conseillé de faire des bains à l'argile verte à 8 mois de grossesse et ou lors de l'accouchement pour éviter les déchirures. Nine, tu n'as pas besoin de faire. En fait, j'ai vraiment. Mais je pense que je vais faire une vidéo complète là-dessus. Sur
avoir besoin toujours de quelque chose d'extérieur pour pouvoir accoucher, pour pouvoir vivre sa grossesse, etc. La plupart du temps, le corps a tout prévu pour. Le seul truc, c'est que souvent, on a tendance à l'agresser. Par exemple, la peau craquera beaucoup moins si vous n'êtes pas en train d'astiquer votre peau tous les jours avec un gel douche hyper parfumé, hyper fort, parce que la peau a besoin de son élasticité, a besoin d'avoir aussi une petite couche protectrice. C'est ça aussi qui fait qu'elle est protégée, et on a besoin aussi de bien boire, etc. pour l'hydrater. Donc c'est vrai que tous les trucs à côté, entre guillemets, normalement c'est un petit plus, mais on n'en a pas forcément besoin. Bon, après, l'argile verte, elle a des vertus génialissimes. Clairement, on peut se faire plaisir, on peut apporter de la douceur à notre corps, lui faire des soins, surtout avec des choses qui sont naturelles comme ça. Mais disons que c'est pas ça qui va éviter la déchirure, c'est pas ça qui va éviter... voilà, c'est tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire de pas trop agresser la peau surtout, et de bien s'alimenter, bien boire. Du coup, j'ai pas ma perche, j'avais pas prévu un direct sur Facebook. J'espère que j'ai répondu à ta question. Faites confiance à votre corps, chouchoutez-le, et bien s'alimenter, je pense que c'est vraiment important. Alors, Hello qui me dit, petite question, je suis à 37 plus 5. Yes, ouais, cool. Et sur le dernier compte rendu, c'est marqué que la présentation est passée mobile à fixer. Concrètement, ça veut dire quoi du coup? C'est par rapport... Alors attends, je vais afficher plus à la position dans le bassin. En fait, oui, ton bébé, il peut être haut, donc mobile. En fait, on le sait quand on vous examine surtout. C'est encore plus simple. À la palpation, en touchant votre ventre, on peut savoir s'il est plus ou moins haut le bébé. Mais quand on vous examine, on sent si le bébé... Par exemple, on met les deux doigts donc au niveau du vagin pour aller vers le col. Si on sent la tête du bébé ou si on la sent pas, déjà ça va être différent. Donc on peut dire qu'elle est haute et du coup elle n'est pas atteignable, donc elle est vraiment haute, le bébé est très haut. Après elle peut être haute mais refoulable, c'est-à-dire qu'on touche la tête du bébé mais boum, ça rebondit au bout des doigts, donc il n'est pas fixé, pas voilà. Ensuite fixé, ça veut dire que la tête est posée dans le bassin, ça veut dire que quand on met nos doigts, c'est pas refoulable, c'est-à-dire qu'elle bouge plus, elle est là quand même, tu vois, elle est un peu plus qu'appliquée, elle est bien fixée. Donc c'est ça, mobile ça veut dire que ça bouge, fixée ça veut dire que là du coup elle bouge plus, elle est bien dans le bassin. Et ensuite petit à petit, quand la tête descend, on dit qu'elle s'engage, etc. Voilà. Donc mais en même temps c'est bien qu'elle soit fixée, mais en même temps pour les mamans qui ont un bébé qui est mobile, il peut être mobile jusqu'au dernier moment quasi, c'est les contractions qui vont faire aussi que il descend bien. Alors, Orlan, coucou, j'espère que tu vas bien. Ici, ça va mieux. J'ai moins de contractions non douloureuses. J'en avais eu énormément dimanche et avec le petit traitement d'hormones, ça passait pas forcément. Mais, alors attends voir. Attends, oh là là, tu m'as écrit un long. Non, ça passait pas, mais maintenant ça va mieux quand je suis assise ou allongée. Tu penses que je peux continuer à faire du yoga prénatal et la piscine calmement, c'est conseillé ou c'est vraiment mieux ou je reste tranquille? Merci. 33 plus 4. 33 plus 4. Il me manque quelques éléments pour te répondre correctement parce que je ne sais plus comment est ton col. Écoute, sincèrement, écoute ton corps aussi. Le yoga, la piscine, ça peut être très doux et c'est très doux de toute façon, à moins que tu fasses du yoga acrobatique ou tu me fasses une compète de natation. Mais écoute ton corps et évidemment c'est mieux quand même d'être un peu dans l'activité, dans le mouvement pour toi, pour ton bébé. Donc oui, fais, mais écoute ce qui se passe dans ton corps. Si ton col n'est pas trop dilaté, etc. De toute façon, en gros, les gynécos ou la sage-femme, si jamais ton col avait bougé et qu'ils t'auraient dit repos strict. Donc s'ils t'ont pas dit ça, c'est que c'est ok. Donc tu peux bouger évidemment, tu peux aller à la piscine si tu es cool. Voilà, tu ne fais pas 4 km en crawl, quoi, tu vois, en papillon. Donc cool, et pareil, le yoga c'est quand même super cool, il n'y a pas de souci. Non, moi je pense que c'est important. Écoute juste, voilà, qu'est-ce que tu ressens après ta séance? Est-ce que ton ventre est tendu ou pas? Comment tu te sens? Et par rapport à ça, tu adaptes ton activité. Mais c'est toi qui sentiras le mieux comment ça va, quoi. Alors oui, merci beaucoup, super, j'ai répondu à ta question. Coucou Emma, je vois que t'es là. Marie-Jeanne qui me dit, ok, donc j'y vais avec ma question. Ouais.
Est-ce vrai qu'une sage-femme ne peut suivre que les grossesses dites normales? J'ai une sclérose en plaques et essaie d'avoir un enfant. Bien sûr, je suis suivie par... tac, tac, tac. Un gynéco, mais les conseils de la sage-femme me semblent tellement essentiels que je n'arrive pas à croire qu'une sage-femme ne puisse pas me recevoir. Bien sûr que si, elle peut te recevoir. Alors, euh, ok. Déjà, je t'envoie plein de pensées très douces et très réconfortantes parce que je sais que c'est pas facile. C'est pas facile quand on est, voilà, quand on n'est pas bien, quand le corps ne suit pas bien, etc. C'est pas évident. Donc, je t'envoie plein de bisous réconfortants, plein d'amour du fond du cœur. Euh, Tu peux être suivi par une sage-femme. En fait, le gynéco va continuer à te suivre. C'est important, comme tu l'as dit. La prise en charge est un peu particulière. Donc du coup, c'est important que ton gynéco te suive. Mais tu peux très bien en parallèle aller voir une sage-femme, il n'y a aucun souci. C'est juste que ton dossier médical, le suivi médical, le gynéco va prendre en charge ça. C'est important qu'il y ait une personne référente. Mais après, évidemment que tu peux aller voir une sage-femme, elle te fera autant de consultations que tu en as besoin, répondra à autant de questions que tu en as. Voilà. En fait, une sage-femme, tu peux aller la voir et les consultations sont illimitées, en plus de la préparation à la naissance. Donc, aucun souci. C'est juste que le dossier médical, c'est bien qu'il y ait une personne référente, mais tu peux très bien voir une sage-femme. Donc, c'est cool. Pas de souci. Hello qui me dit super, merci beaucoup de ta réponse. Pas de souci. Orlan, cool. Ah, Cole était haut et fermé dimanche. Pouf, trop cool. Bon, allez, nickel. Va faire tes petites brasses dans la piscine. Tranquillou. Hein. Momo qui me dit bonjour, coucou, ça va? Bah ouais, merci beaucoup, merci. De rien les filles. Reda qui me dit salut. Bon ben voilà, du coup, on a beaucoup d'inquiétudes, c'est vrai, mais il faut pas hésiter à demander de l'aide aussi aux sages-femmes, aller les voir et tout. Vous savez, c'est vraiment... Des fois, on se prive alors que franchement, c'est trop bête, quoi. En plus, c'est des consultations qui sont remboursées à 100% par la Sécu. Ah, hier, il y a une maman qui m'a dit quelque chose qui... et c'est important qu'elle ait l'info, du coup. Peut-être qu'elle reverra ce direct. Par rapport au Prado et après l'accouchement. Donc, j'explique. Quand vous accouchez en structure hospitalière, vous avez la possibilité de partir plus tôt de la maternité. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, hein, sur partir juste après si vous en avez marre de rester en maternité. En réalité, vous pouvez partir 2 heures après un accouchement sans péridurale et 6 heures après un accouchement avec péri si évidemment la naissance s'est bien passée et qu'il n'y a pas de complications particulières. Donc vous pouvez partir quasiment n'importe quand après, dans ces limites-là. Si vous voulez partir par exemple aussi le lendemain ou le surlendemain, il existe un système qui s'appelle le Prado. Donc il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit ok, est-ce que vous voulez sortir plus tôt, donc une sortie précoce, et ils font le relais avec une sage-femme libérale pour que la sage-femme libérale puisse venir vous voir à la maison. Donc c'est vraiment intéressant, ça c'est clair, pour quelqu'un qui n'a pas de sage-femme libérale en réalité. Parce que si vous avez déjà votre sage-femme qui vous a suivi pendant la grossesse, c'est avec elle que vous allez assurer le suivi après le retour à la maison. Donc vous n'avez pas besoin du système du Prado. Forcément, si vous avez déjà votre sage-femme libérale, vous pouvez partir de la maternité et appeler votre sage-femme libérale pour qu'elle vienne à la maison. Le Prado, c'est un plus, mais c'est pas parce que le Prado ne s'est pas mis en marche ou parce que la personne n'est pas venue, etc., que vous pouvez pas sortir de l'hôpital. Légalement, évidemment, vous sortez quand vous voulez. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé d'accoucher à l'hôpital. On est d'accord, hein. Donc, vous êtes complètement libre. Ne vous sentez pas ligoté par rapport à ça. Elodie qui dit coucou, j'arrive enfin à voir un direct. Cool. Ici, bébé est déjà là, il a 14 mois. Cool, félicitations. Bientôt, mais c'est bon à savoir tout ça. Ouais, bah s'il y a des questions aussi sur le postpartum, pas de souci. J'aimerais bien faire aussi des lives avec des personnes pas toutes seules ou des interviews, des lives peut-être avec quelqu'un d'autre, tu vois, pour parler justement des bébés un petit peu plus grands, la diversification alimentaire, tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Diversification alimentaire, allaitement longue durée, voilà, les petites recettes purées, les choses comme ça. Quoique, moi j'aime bien aussi la DME, hein, diversification menée par l'enfant. J'ai fait ça avec mon loulou et c'est génialissime.
Le seul truc avec la DME, donc la diversification menée par l'enfant, c'est qu'il faut vous imaginer mettre des aliments dans un blender, le mettre en marche sans mettre le couvercle. C'est un peu pareil. C'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que bah, c'est mené par l'enfant, c'est très expérimental. C'est assez marrant, hein. Faut juste soit avoir un petit toutou qui adore manger ce qu'il y a par terre, soit être, voilà, être content d'avoir son balai à portée de main. Mais pour les enfants, c'est cool. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, pourquoi pas, je pourrais mettre en place ça, ça pourrait être cool. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Voilà, j'espère que pour le Prado, je sais pas si vous étiez au courant les mamans pour le système du Prado, si et puis pour celles qui ont déjà accouché, si vous l'avez utilisé le Prado, n'hésitez pas à dire aussi aux autres mamans si ça vous a intéressé. Mais comme je vous dis, si vous avez déjà des sages-femmes libérales, il suffit de les appeler et d'organiser votre retour. C'est vrai que parfois ça peut être un peu long ces jours à la maternité, surtout si vous n'avez pas une chambre individuelle. Euh, on est quand même réveillé plusieurs fois parce qu'il y a du monde qui passe dans la chambre, pas que forcément les visites, mais le personnel, le ménage, les plateaux repas, la sage-femme qui vient vérifier que tout est ok, l'auxiliaire qui vient voir pour le bébé. Il y a tellement de monde qui passe que du coup, pour se reposer, des fois c'est chaud. Blair qui me dit, dans ma maternité, ils ne veulent pas laisser partir avant 24 heures. En fait, ils n'ont pas le droit de pas te laisser partir. C'est un droit légal. En fait, voilà, on n'a pas le droit de ne pas te laisser partir. Légalement, ils sont obligés, si tu veux partir, tu peux partir. Marie-Jeanne, j'ai cru comprendre que tu écrivais un livre, peux-tu en dire un peu plus? Oui, j'ai déjà écrit donc un livre qui s'appelle Accoucher sans péridurale, qui sera publié aux éditions Larousse. Il est fini, sauf que il sera publié qu'au mois de janvier. J'ai trop hâte. C'est bientôt, ça se rapproche, mais c'est vrai que j'ai hâte. Parce que comme il est fini là, mais bon, c'est les éditions Larousse, ils sortent des catégories de livres, ils ont une espèce de planning sur l'année, et tout ce qui touche autour de la maternité, tout ça, c'est au mois de janvier. Donc j'ai hâte. Et il y a un deuxième livre que j'ai bientôt fini, je vous en parlerai plus tard. Elodie, DME, peut-être avec le deuxième, mais il n'est pas prévu pour l'instant. Beaucoup de choses que je n'ai pas osé avec mon premier et je vais oser avec bébé 2. C'est clair, hein, c'est... Souvent, j'entends souvent les mamans, les parents dire punaise, si j'avais su, j'aurais fait comme ça, etc. Puis du coup, il peut y avoir des frustrations aussi, hein, beaucoup. On se dit, mais il y a des choses qui bougent, qui évoluent, il y a des choses qu'on savait pas. Puis ça va vite en plus, je trouve maintenant, ça va de plus en plus vite. Ça bouge de plus en plus vite. On se dit, bah ok, bah c'est con, si j'avais su, je l'aurais fait. Mais ouais, mais ouais. En même temps, il faut être douce avec soi-même, hein. On fait aussi avec nos connaissances au fur et à mesure. Maintenant, ce qui est cool aussi avec Internet, c'est qu'on a accès plus facilement aux infos. Voilà, je trouve. Ne serait-ce que sur ma chaîne YouTube, par exemple, hein, Aurélie Surmely, YouTube, il n'y a plus qu'à s'abonner, tac tac. Et vous avez aussi déjà pas mal d'infos, j'ai quand même fait plus de 100 vidéos pour vous, hein. Vous rendez-vous compte, hein. Incroyable. Non mais c'est cool, on a de plus en plus d'infos, donc c'est chouette. Elodie, je crois que je t'avais donné mon témoignage là-dessus. Sur quoi, Elodie, excuse-moi? Sur le livre, tu parles? Tous les témoignages qu'on m'a envoyés pour le livre sont dans le livre et je suis tellement heureuse. Tellement heureuse parce que pour moi, c'est aussi vous offrir quelque part un petit cadeau, de vous permettre d'être dans ce livre et avec vos témoignages. Et d'ailleurs, vous le verrez dans le livre, je vous remercie évidemment de votre confiance et de m'avoir touchée par vos récits. Et je suis trop heureuse qu'il y ait vraiment des témoignages de maman. Parce que c'est ça qui, je trouve que c'est très vibrant et très parlant, quoi. Marie-Jeanne, pour mon anniversaire, parfait. Ah, c'est au mois de janvier, cool. T'es un Verseau alors, toi. Hello, trop deg, j'aurais déjà accouché. Mais je l'achèterai quand même. Ah, vous êtes trop mignonnes, les mamans. Sur l'accouchement sans péri. Yes, Elodie, tout à fait. Accouchement sans péridurale. Mais j'aimerais vraiment faire quelque chose aussi pour les accouchements avec péridurale parce qu'il y a énormément de choses à dire. Vraiment beaucoup. Je passais beaucoup de temps, moi, quand je faisais la préparation à la naissance en cabinet.
J'ai l'impression que je passais même plus de temps à expliquer comment faire avec une péridurale que sans. Parce qu'avec une péridurale, il faut tellement compenser en fait. Et le papa a énormément de choses à faire. Moi, à chaque fois que je faisais ces cours-là, je disais au papa, vous êtes prêts là parce que ça va dépoter pendant 1 heure. Il y a énormément de choses à savoir. Marie-Jeanne qui dit je crois qu'il va bien m'aider car je souhaiterais un accouchement le moins médicalisé possible et du coup je passe pour une folle auprès de mon entourage et de mon conjoint. Non, t'inquiète pas, c'est important, très très important d'avoir confiance en soi, en ses convictions et de pas se laisser envahir par toutes les projections et les peurs des autres. Ça vraiment, il faut s'en protéger, mais c'est pour tout pareil, parce que même après, quand on est parent, avec l'éducation qu'on donne, je crois qu'il y a une éducation différente pour chaque parent en fait. Et donc du coup, même quand tu éduques après ton bébé, et même si j'aime pas d'ailleurs le mot éduquer, hein, qui veut dire conduire, moi je préfère accompagner, mais bref, du coup, tu vas avoir des remarques, des réflexions. À partir du moment où on est parent, de toute façon, on en a. Voilà. Par contre, ton conjoint, ça serait peut-être cool de lui en reparler, peut-être lui montrer quelques vidéos que j'ai faites ou d'autres vidéos qui sont inspirantes aussi, parce que c'est important qu'il y ait quand même son soutien. Alors, Hello qui me dit, pour mes 2 autres accouchements, j'ai perdu les os en tout début de travail. Ouïe, ouïe, ouïe. Est-ce que ça peut vouloir dire que ça peut à nouveau se passer comme ça ou pas forcément? C'est pas forcément, non, déjà, que t'aies perdu, effectivement, c'est rigolo en tout début de travail. C'est rigolo. En fait, effectivement, ça augmente un petit peu l'intensité des contractions hein, quand la poche des os se rompt. C'est vrai, on passe à un palier, voilà. Au lieu, tu vois, qu'il y ait des marches d'escalier comme ça, c'est comme si t'en enjambais 2, tu vois, direct. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus intense parce qu'il y a une bonne décharge d'hormones en fait et donc du coup bah, c'est un peu plus intense clairement. C'est pas, ça veut pas forcément dire que ce sera pareil pour un troisième. Il y a des bébés qui naissent avec leur poche des os, hein. Donc ça c'est génialissime, moi j'adore. Un bébé qui naît dans sa poche c'est excellent. Mais donc du coup non c'est pas forcément voilà, bonjour Audrey, je vois que t'es arrivée aussi. C'est pas forcément. Voilà, ce sera pas forcément le même scénario. Elodie, pour l'anesthésiste, j'étais une folle aussi. Il voulait que je le réveille à 3 heures du matin pour la péri en urgence. Ah, il voulait pas, pardon, que je le réveille. Alors, sachez, mesdames, que les anesthésistes sont très, très bien payés pour être de garde. Voilà. Alors, même si effectivement c'est dur de se lever à 3 heures, mais quand on est de garde, on est censé pouvoir justement se déplacer à n'importe quelle heure et répondre aux besoins voilà, des mamans. Donc, ne vous culpabilisez pas. Si vous avez besoin de la péridurale à un moment donné et que vous avez envie de vous passer de la péridurale pendant un certain temps et que vous en avez besoin à un moment donné, ce n'est point grave. Il est très bien payé pour sa garde. Hein, mieux que les sages-femmes. Beaucoup mieux. Donc ne vous culpabilisez pas, on est ok. Par contre, c'est toujours pareil, quand vous êtes à la consultation anesthésique, vous n'êtes pas obligé de dire qu'il y a un accouchement à domicile, que vous ne voulez pas assurément pas la péri ou que vous préférez l'avoir plus tard. Vous n'êtes pas obligé de lui raconter tout ça. L'anesthésiste, la consultation anesthésique, c'est uniquement pour voir s'il est possible de faire une péri ou une anesthésie générale, le cas échéant, si besoin, si urgence. Lui, son job, c'est de vérifier que physiquement, médicalement parlant, même psychologiquement parlant, que tout est intègre pour pouvoir poser effectivement une anesthésie si besoin est. Mais il n'a pas besoin de connaître forcément votre projet, ok? Donc, vous pouvez lui dire indéterminé ou oui, peu importe. Peu importe, pas grave. Ok, merci. Avec plaisir. Loulou qui me dit... moi j'ai eu 4 accouchements, 300 péris et un avec. Ben j'ai pas du tout aimé la péri, de pas sentir son bébé sortir, je trouve ça nul. Clairement, c'est pas du tout les mêmes sensations. J'apprends rien à personne là.
C'est pas les mêmes sensations, c'est sûr. Après, il faut que le vécu soit... c'est le vécu qui va être important, ok? Parce que il y a des femmes qui vraiment ont besoin d'avoir cette péri, elles le ressentent, elles sentent que c'est important pour elles. Et si c'est bien vécu, c'est ça le plus important pour moi. Après, quand on connaît pas, quand on sait pas et que c'est la première fois, ben... effectivement, il faut savoir que s'attendre à quelque chose de différent. Il faut connaître en fait les effets de la péri, les effets secondaires, les rebondissements par rapport à cette péri, qu'est-ce qui va se passer. Il faut se renseigner quand même. Parce que si vous vous renseignez pas, vous risquez peut-être d'être surprise, ce qui est dommage. Donc clairement, moi je pense que c'est important de se renseigner. Parce qu'effectivement, on perd ses sensations. Peut-être que pour quelqu'un, ça va être ok. Mais si une personne ne sait pas que elle ressentira plus du tout ses contractions, qu'elle va pas savoir quand pousser, ni comment pousser, ni comment accompagner son bébé, qu'elle sentira rien du tout, peut-être que ça va la déranger finalement. Parce qu'on pense que douleur péri, mais en fait, c'est pas que ça. C'est les sensations aussi. Elodie, par contre, une question, j'ai perdu les os à 5 heures et bébé est là à 10 heures. La sage-femme a donné un cours à mon homme pour le deuxième, de peur que ça se passe rapidement. En sachant que j'étais seulement à 2, en arrivant, c'est possible qu'il arrive plus vite. Yes, c'est possible. Un deuxième bébé, ça arrive, l'accouchement est souvent plus rapide. Donc j'ai fait une vidéo sur accoucher seul, comment faire, mode d'emploi. Donc tu peux regarder cette vidéo sur YouTube où j'explique comment faire. Clairement, si vous êtes à la maison ou même si vous êtes en voiture, sur le parking, bref, si vous êtes seul, si ça va vite. Donc, tu peux regarder cette vidéo. Et voilà, après, je pense que... On peut pas trop prévoir, mais en général, un deuxième, ça va plus vite. Il faut que vous soyez aussi... bon, c'est bien de regarder la vidéo sur comment faire si bébé arrive vite. Et puis, soyez assez sereine par rapport à ça. Je sais que c'est une grosse peur d'accoucher vite et qu'il n'y ait personne, etc. Mais je le dis souvent, si ça va vite, c'est que ça se passe bien. Vous appelez le SAMU, le 15, tac, ils arrivent assez vite. Vous êtes à la maison, c'est ok. Si ça va vite, c'est que ça se passe bien. C'est qu'il a trouvé son chemin et que tout est ok, quoi. Audrey, ma sage-femme m'a conseillé de ne pas parler de l'AAD pour qu'il ne m'embête pas. L'anesthésiste, bah oui, tout à fait. C'est clair, c'est clair. Loulou qui me dit c'est ça. Marie-Jeanne, t'inquiète pas, je fais ta pub. Ah mince, désolée, je fais bouger le téléphone à chaque fois, je rigole. Il commence à connaître Aurélie de Facebook. Pour mon conjoint, la CEP lui a bien fait peur au début. Je précise qu'il est aide-soignant et qu'il a une confiance aveugle dans excuse-moi du coup, dans le système. Je lui fais juste comprendre qu'un accouchement n'est pas une maladie et que ça peut se passer sans intervention médicale quand tout va bien. Il est clair que c'est pas parce que à la base on a une pathologie que tout doit être axé dessus. C'est-à-dire que bien sûr, il y a une pathologie. Bien sûr, la CEP en plus, je connais, j'ai quelqu'un de ma famille très proche, donc je connais ça. Mais peu importe, que ce soit une CEP ou autre chose, c'est pas parce qu'il y a une pathologie que tout doit être sous le regard avec les lunettes médicales, ok? Parce que le corps, c'est pas parce que t'as une pathologie, par exemple un diabète, que ton cœur il sait pas bien fonctionner correctement, que tu vas pas uriner correctement, que machin. Voilà, les choses que le corps sait faire quand même. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne que tout dysfonctionne, ok? Il faut savoir faire confiance aussi en son corps. Et l'accouchement, le corps sait faire, bébé sait faire. Et effectivement, c'est pas une pathologie, c'est quelque chose de naturel, donc il faut garder confiance aussi. Il faut être bien entouré, c'est évident. Il faut connaître sa pathologie, mais en même temps, il faut sortir de ça aussi de temps en temps pour pas rester focalisé là-dessus. Ça, c'est trop important, vraiment. Et merci pour la pub, Marie-Jeanne. Le bouche à oreille, c'est trop important aussi. Voilà. Moi, je suis trop contente de pouvoir faire profiter aux mamans, aux couples, aux familles de ce que je sais, de mon expérience, de mes connaissances. Elles sont certes limitées à moi puisque c'est
C'est mes connaissances à moi et je ne suis pas, je n'ai pas toutes les connaissances, mais ce que je sais, mon expérience, et je suis ravie de le transmettre et je suis ravie que ça aide. Et je sais que ça aide, j'ai de plus en plus de retours positifs. Vous rendez-vous compte qu'on est quasiment 3000 abonnés sur YouTube? C'est un truc de fou, je suis trop contente. Quasiment 3000, je crois qu'il reste 8 personnes, 8 abonnés avant d'être à 3000. 3000! On remplit plus qu'un amphithéâtre avec ça. Euh, alors du coup, coucou. Alors Audrey qui me dit, j'aimerais savoir si lorsque la sage-femme mesure notre ventre, les mesures donnent-elles vraiment une bonne indication du poids du bébé? Je vais te donner une astuce Audrey pour calculer le poids du bébé. Sachant que cette astuce est un petit peu nuancée puisque il faut quand même, avec la palpation, voir s'il y a beaucoup de liquide amniotique ou pas. Donc moi, c'est avec mon expérience de sage-femme que j'ai pu affiner d'ailleurs ce calcul de poids du bébé. Mais je me trompais à peu près de 100 grammes maximum. Donc je crois qu'au bout d'un moment, on a une... Voilà, on y arrive bien. Alors pour calculer le poids du bébé, tu prends la hauteur utérine, tu prends un mètre ruban. Tu démarres de la symphyse pubienne. Tac, la symphyse pubienne, ici. Tu vois l'os là. Tu vas jusqu'au fond utérin. Donc tu prends ton mètre ruban. D'en bas jusque... Donc tu sens l'utérus en fait. Hein. Un utérus qui à terme, il fait à peu près 33 cm de hauteur. Ok. Donc du coup, tu sens bien la hauteur utérine. Tu mesures. Donc c'est à 31,5, 32,5, 33, 33,5. Enfin voilà, tu regardes. Je dis et demi, je sais pas pourquoi. Ça peut être un chiffre rond aussi. Donc tu prends la mesure de la hauteur utérine et ensuite tu prends la mesure de ton tour de ventre. Donc tu prends ton ruban et tu fais le tour de ventre, le périmètre ombilical, là, au niveau du nombril. Hein, tu restes au niveau du nombril. Et tu mesures. À peu près, ça fait 100 cm donc de périmètre. Ce qui fait que si tu multiplies la hauteur utérine par le périmètre ombilical, tu as l'estimation du poids du bébé. Donc 33 cm de hauteur utérine avec 100 cm, ça te fait 3300 grammes, ce qui est le poids moyen d'un bébé. Donc la hauteur moyenne 33 cm, le périmètre moyen 100 cm, et donc ça fait 3,3 kg pour un bébé à terme. Donc, s'il n'y a pas trop de liquide ou pas assez, etc., il faut se réaviser par rapport à ça, mais tu peux calculer le poids du bébé comme ça. C'est comme ça que je faisais, moi. C'est une super astuce que je viens de vous donner, là. Attention. Voilà, donc du coup, j'espère que j'ai répondu à ta question, Audrey. Florence, moi aussi, j'ai fait ta pub. Vous êtes trop gentils, les mamans. Mais il n'a pas accroché, je tente de le convaincre. De le former pour qu'il soit capable le jour J de réagir face à mes douleurs ou pas, d'être actif. Ah, c'est par rapport à ton conjoint, d'accord, d'accord. As-tu d'autres idées pour bien préparer le papa, qu'il reste positif, patient et qu'il sache quelle réaction avoir à quel moment? J'ai très 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 envie de faire une vidéo là-dessus. Ça fait depuis un moment que ça me taraude, sauf que en fait je me suis fixé peut-être des objectifs un petit peu trop élevés par rapport à cette vidéo. C'est-à-dire que je voulais tourner une vidéo avec un couple volontaire dans une maternité pour vous montrer concrètement comment utiliser la salle d'accouchement, comment faire pour que le papa puisse aider. Et je voulais vraiment montrer in vivo quoi. Parce que si je suis toute seule, c'est compliqué pour moi de vous montrer comment positionner, etc. Donc ben voilà, je cherche des volontaires. Il me faut un couple avec donc une maman enceinte, quasi à terme, et une maternité qui veuille bien que je vienne avec mes caméras. Il faut que je demande à la maternité qui est près d'ici, en fait, tout simplement. Mais j'aimerais faire une super vidéo là-dessus, ça serait génial. Si je la programme pas rapidement, il faudrait quand même que je fasse une vidéo pour expliquer. Mais c'est pas pareil, je trouve. Je suis exigeante avec moi-même aussi. J'ai envie de faire une super vidéo pour ça. Et en même temps, du coup, je tarde à la faire. J'hésite. Est-ce que je fais une vidéo pour expliquer brièvement, oralement, ou est-ce que je vous fais une vidéo, une super vidéo en maternité et tout, en salle d'accouchement? Ça serait cool, hein.
pour ça que j'étais énorme. J'ai pas compris, Elodie, du coup. Super, merci, me dit Audrey. Delphine, salut, on s'est croisés mercredi à Montpellier. Cool! C'était trop cool. Est-ce que tu as fait une vidéo sur les positions physio pour l'accouchement? Ben, comme je disais, là c'est la même chose. J'ai trop hâte en fait de faire une vidéo en salle d'accouchement pour montrer concrètement comment utiliser le matériel, comment faire, etc. Faut vraiment que je la fasse. Faut que je me débrouille pour la faire. Faudrait que je fasse ça pour septembre, voilà. Ouais, je vais essayer de faire ça. Obligé. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de la faire, puis maintenant c'est vraiment une demande. Puis ça me paraît une vidéo trop importante. Ce serait super comme vidéo, c'est clair. Les deux vidéos, une rapide et une parfaite, non? Bon allez, ok Florence, je vais me lancer. Une rapide, une parfaite. Ok, je vais faire ça. Je vais faire une vidéo rapide, mais je vais essayer quand même de programmer pour le mois de septembre. Ça serait cool. Elodie, pour les mesures du poids de bébé, j'étais énorme. Bébé faisait 4 kilos à 38 semaines. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Yes. Bah après, hein, tu sais, t'as pris beaucoup de poids pendant la grossesse, c'est pour ça? Faut faire. C'est sûr que la prise de poids pendant la grossesse va impacter sur le poids du bébé, c'est logique, hein. Mais sur l'état de santé aussi, votre état de santé, et puis pour bébé, etc. Donc bon, c'est vrai que dans la mesure du possible, il faut faire attention à son alimentation. Vous le savez, de toute façon, j'ai pas besoin de vous rabâcher des trucs que vous connaissez, les mamans, mais euh, faites attention à vous, prenez soin de vous. 18 kilos, ok, bon, j'ai déjà vu plus. J'ai déjà vu plus que 18. Bon, c'est déjà quand même pas mal, mais j'ai déjà vu plus. Après, bon, il y a aussi le fait que on a toutes des physionomies différentes et que du coup, on fait des bébés aussi qui correspondent un petit peu à notre physionomie, ok. Euh, voilà, en Hollande, ils font pas les mêmes bébés que en Chine. Voilà, on a tous des physionomies différentes. Ou en Suède aussi. Ou les Allemands aussi, ils sont grands. Euh, ça- Hello qui me dit, ça doit se vérifier, ma choupette fait 2,4 kg à 37 semaines et ma hauteur utérine n'est pas trop haute. Je vais essayer l'astuce pour voir. Ouais, carrément. Après, il faut juste, effectivement, essayer de voir s'il y a beaucoup de liquide amniotique ou pas. Parce que la quantité de liquide joue forcément. Ton périmètre ombilical va être, ou ta hauteur utérine d'ailleurs, hein, va être plus importante s'il y a beaucoup de liquide par exemple. Et ça veut pas dire que ce sera un énorme bébé. Océane, coucou Aurélie, j'hésite vraiment à propos de l'épisiotomie. Comme on dit que c'est plus simple a priori de cicatriser en étant déchiré que coupé, et que l'épisio me fait vraiment peur, même si je me retrouve sous péridurale. Je voudrais limite ne pas en avoir, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais m'en prendre plein la face si je me rebelle. Tu en penses quoi? Alors, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Tu préfères éviter une épisiotomie, ce qui est. Mais tu me dis, j'hésite vraiment. Bon, je suppose que tu veux éviter l'épisio, mais que tu as quand même un peu peur. Et que tu as peur de dire que tu veux éviter l'épisio. C'est à peu près ça, je crois, que tu me dis. Alors, il faut savoir que tu peux le noter sur le projet de naissance déjà. Éviter l'épisio. C'est plus doux, c'est en lecture. Donc du coup, bon. Après, j'ai fait une vidéo quand même sur comment éviter l'épisiotomie. Regarde-la, elle est très intéressante parce que euh, même pour une sage-femme, suivant la position que tu prends, ça va être beaucoup moins facile de faire une épisiotomie si tu es dans une position qui est moins accessible pour la sage-femme. Et ensuite, c'est aussi des positions, la plupart du temps, non seulement c'est parce qu'elles sont moins accessibles pour la sage-femme, mais en plus, elles permettent aussi d'éviter les déchirures. Regarde cette vidéo sur ma chaîne YouTube Aurélie Surmely et tu regardes, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien faite et complète. Je ne l'ai pas refaite d'ailleurs parce qu'il y a des vidéos, je les regarde de temps en temps pour me dire ok, est-ce que c'est toujours d'actualité, est-ce que c'est toujours ok, est-ce que j'ai toujours... Elle est nickel. Tu peux la regarder sans problème, tu verras. Euh, elle va t'apporter plein de choses. Donc regarde cette vidéo. N'aie pas peur, c'est pas de la rébellion, hein. Tu notes sur ton projet de naissance. Les sages-femmes ont envie de faire plaisir et d'accompagner quand même, tu vois. Elles sont pas là non plus pour. C'est pas leur objectif d'être
Voilà, que tu sois pas contente, quoi. L'idée, c'est vraiment que ça soit ok. C'est simplement la façon dont on va dire les choses qui va être importante. Voilà. D'être le plus diplomate possible aussi, quoi. Il faut contacter vraiment l'aspect humain de l'autre. Hein, parce que parfois, les sages-femmes, on est tellement dans notre côté robotique, quoi, tu vois, automatique, robotique, protocolite. Que du coup on en oublie des fois de recontacter cet aspect-là profond, sentiment, les émotions, parce qu'on se blinde, parce qu'il y a beaucoup de boulot, parce que ça dépote, parce qu'on a des responsabilités de malade. Donc du coup, des fois de se reconnecter dans le regard, dans l'émotion, ça aide. Océane, ok, ça marche, merci beaucoup, je regarderai ça alors. Ouais, je pense que ça va t'aider. Ça roule. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions, les mamans? Il est 11h30, purée, ça fait 1 heure. Moi qui pensais rester une petite demi-heure du coup, comme j'ai loupé le live sur YouTube. Ça passe vite, on est ensemble tranquille, ça passe super vite. Allez, une dernière question. Florence, j'ai une question. Ah, il y en a deux qui... Hop, allez, les deux dernières, après j'arrête. Florence, j'ai une question après accouchement et allaitement. Ce qui m'a frappé dans mes lectures et expériences est que après l'accouchement, le bébé est sonné, sauf les 2 heures juste après accouchement. Doit-on... Doit-on... Alors attends, c'est long aussi comme question. Doit-on obligatoirement réveiller régulièrement le bébé pour l'obliger à boire alors qu'il dort profondément? Comment gérer ce passage? J'ai eu le sentiment de me battre avec mon propre bébé, de le martyriser. Quelle est la fréquence minimale de tétée? On parle d'allaitement à la demande. Mais s'il n'y a pas de demande, surtout les 2 premiers jours, comment faire? Ok, la première heure, voire les 2 premières heures, bébé est très très réveillé, très éveillé. Et c'est important parce qu'effectivement, il va instaurer la relation avec vous. Son but à lui, c'est que on est une espèce nidicole, c'est-à-dire que le bébé a besoin de sa maman pour sa survie. Et donc la première heure surtout, il va tout faire pour que vous vous attachiez à lui. Il va tout faire pour que vous l'aimiez à fond, au-delà de toute limite, pour installer cette relation très forte. Tout faire. Et tout est prévu pour. Son odeur, son regard, ses mouvements, vos sécrétions hormonales. Tout est fait pour qu'il y ait ce lien d'attachement et ce lien très fort. Et puis il y a des repères à avoir. Maman, je te reconnais, je vois ta silhouette à 20 cm. Donc j'ai des repères olfactifs, j'essaie de te sentir, pour te repérer, pour savoir que c'est toi, que j'ai besoin de toi et mes repères. Parce que les repères ont changé bien sûr. Et vous aussi, vous avez besoin de repères pour votre bébé. Donc bref, il y a tellement de choses qui se passent, je vais essayer d'être courte et de résumer. Donc la première heure, il va être très éveillé et il va demander une petite tétée d'accueil, de colostrum, qui est très très riche, pas besoin de beaucoup de quantité, c'est très riche. Donc il faut savoir que sa taille, la taille de l'estomac d'un bébé, c'est la taille d'une olive. Donc quelques gouttes de colostrum, ça va déjà bien le remplir. Bref. Ensuite, il y a une période de récupération du bébé qui peut dormir jusqu'à 4, 5, 6 heures d'affilée. Ne le réveillez pas. Laissez-le récupérer et profitez-en aussi vous pour récupérer. Ok? Et ensuite, c'est à la demande. Un bébé au début, les premiers jours, pour stimuler la lactation. J'ai fait des vidéos aussi là-dessus. Hein. N'hésitez pas à aller regarder les 3 premiers jours d'allaitement, etc. Allez-y sur YouTube, j'ai classé hein, pendant la grossesse, l'accouchement, après l'accouchement. Donc vous verrez, il y a plein de vidéos aussi sur l'allaitement déjà. Et donc du coup, il faut simplement faire en sorte que votre bébé ne dorme pas plus de 4-5 heures après cette phase de récupération de sommeil. Parce qu'après on dit qu'il dort din, c'est-à-dire qu'il puise dans ses réserves. Donc les 3 premiers jours, passer cette phase de récupération de 4, 5, 6 heures, une fois qu'il a fait cette phase de récupération, ne le laissez pas dormir plus de 4-5 heures, ça fait beaucoup, il a besoin quand même d'avoir un petit peu d'énergie justement pour être éveillé. Malheureusement pas une malheureusement pas une sage-femme qui peut m'accompagner à la maison pour après l'hôpital, pour après l'accouchement. Comment savoir quand partir pour ne pas accoucher dans la voiture? Tout le monde dit d'attendre 3 heures avec des contractions régulières. Les contractions, c'est toutes les 2-3 minutes. La contraction dure 1 minute et il faut au moins 2 heures de contraction régulière qui durent 1 minute. Après, c'est beaucoup ton ressenti.
Il y a autre chose à savoir pour faire le travail à la maison. Je sais, quand j'ai commencé de pousser, c'est trop tard pour partir à l'hôpital. Vous allez ressentir très fort le bébé qui descend dans le bassin. L'envie d'aller à selle, ça veut dire que bien souvent le bébé est presque là. De toute façon, vous le sentez. Ok? Donc, si vous sentez que ça va vite, que c'est intense, que ça pousse, effectivement, prenez pas la voiture. Vous appelez le SAMU, vous faites le 15 et vous restez à la maison tranquille. Ok. Je vais vous laisser les mamans, ça fait 1 heure. Je vous embrasse très fort. Nat qui me dit bonjour ma douce. Je passe des très bons moments avec vous, ça me fait toujours plaisir de passer ces moments-là. Et voilà, de répondre à vos questions, de partager ces moments. Et je suis ravie de pouvoir le faire. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous réserve plein de surprises. J'ai tellement hâte, j'ai tellement de choses à faire. Tellement. Plus ça va, plus j'ai des idées pour vous. Donc c'est cool. Je vous embrasse très fort. Passez un bon dimanche. Gros bisous. Je vous embrasse. Merci pour tous les petits cœurs. C'est trop gentil. Gros bisous. Merci, tu es génial. C'est trop sympa. Je vous embrasse très fort. Plein d'amour. Bisous.